Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour entamer ce cycle. En fait, vous le savez, puisque vous venez au Collège Belgique, ce Collège Belgique organise régulièrement des conférences, mais à côté des conférences, il y a aussi la possibilité d'organiser un cycle de conférences autour d'une thématique commune. En l'occurrence, ici, c'est la thématique de la figure du politique à l'époque moderne, donc c'est un domaine de recherche, et l'intérêt d'avoir accès à plusieurs conférences, en l'occurrence 4, c'est de permettre la rencontre de plusieurs points de vue sur cette thématique. Et cette thématique, elle sera abordée, mais je laisserai la parole aux spécialistes dans quelques instants, elle sera abordée pour s'intéresser à un domaine de la recherche qui est fort développé ces derniers temps, c'est la recherche sur la formation de ce qu'on appelle l'État moderne, c'est-à-dire la formation de l'État à l'époque moderne, et plus particulièrement au XVIe et XVIIe siècle, qui sont des périodes très troublées. Je pense que je vais en dire un petit mot en évoquant notre invité. Dans ces moments de trouble, comment est-ce que les serviteurs de l'État essayent de maintenir le bateau à flot? J'ai envie de dire ça comme cela. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va aborder la question non pas de manière extrêmement technique et institutionnelle, mais à partir des acteurs. Ici, on a choisi 4 thématiques, 4 figures. Figure du mécène, figure du magistrat, figure du capitaine militaire et le diplomate, la diplomatie. C'est au fond le pendant précisément de ces périodes troublées. Pour organiser ce cycle de conférences, nous avons fait appel à un coordinateur dont c'est la spécialité, c'est-à-dire c'est vraiment son domaine de recherche, et je vous le présente. Il s'agit de Jérémy Ferrer-Barthomeu, qui est ici à mes côtés, qui est un historien de l'époque moderne, qui a effectué sa thèse de doctorat à l'École nationale des chartes à Paris, qui a publié cette thèse récemment, en 2022. J'ai noté le titre, je vais vous le lire. L'État à la lettre, institution de l'écrit et configuration de la société administrative durant les guerres de religion vers 1570, vers 1610, Royaume de France. Tout est dans le titre, c'est-à-dire que c'est vraiment un spécialiste de l'administration, et quand on dit un spécialiste de l'administration, on doit dire un spécialiste des administrateurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se plonger non seulement dans des archives assez pointues, pour ces périodes-là, il faut tout de même être un spécialiste, École nationale des chartes, ce n'est pas rien, mais c'est aussi d'essayer de dégager le rôle de ces administrateurs, de ces secrétaires, qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on a souvent étudié l'État par le sommet, mais moins par ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Et c'est ce qu'il a montré dans le cadre de sa thèse, c'est que c'est ces personnes-là qui ont réussi à maintenir la souveraineté au sein du Royaume de France au milieu des guerres de religion qui ont souvent été présentées comme une période de chaos, alors que, en fait, peut-être que c'est à cause de ce chaos qu'on a dû inventer. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est comment on a inventé les bases d'un État qui va se consolider par la suite. Donc moi, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je voudrais juste vous dire que le fait de recourir à un coordinateur qui est vraiment plongé dans la recherche va vous permettre aussi de rencontrer les spécialistes qui sont à la pointe du sujet aujourd'hui. Et je lui laisse la parole pour organiser tout ce cycle et pour accueillir notre invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Michel Galland, pour ces mots très élogieux. Et je m'efface immédiatement pour vous présenter le premier orateur de ce cycle de 4 conférences. Ça a été rappelé, qui du mécène au magistrat, en passant par le parfait capitaine et le secrétaire diplomate, vont tenter de vous faire toucher du doigt, comme l'a très bien rappelé Michel Galland, une actualité de la recherche. Aujourd'hui, l'approche civilisationnelle, l'anthropologie culturelle du politique est quelque chose de très développé, évidemment, et nous avons voulu le présenter de manière tout à la fois simple, en même temps dense, avec 4 conférences, pour composer
la figure de cet acteur de la Renaissance. On aurait dit dans les années 50, 60, l'homme de la Renaissance, on ne le dit plus, cet acteur de la Renaissance, cette figure de la Renaissance autour de plusieurs thématiques. Alors, il me revient la lourde charge, en même temps l'immense honneur de vous présenter notre premier invité. Il s'agit de Jean Seigné. Jean Seigné nous vient de France. Il est maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Tours et chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui est un centre vraiment très important en Europe et dans le monde, dirais-je, pour les recherches sur l'histoire de la Renaissance, du point de vue non seulement de l'histoire, comme Jean vous le fera toucher du doigt, mais également des littératures, de l'humanisme, de l'art, de la musicologie, histoire de l'alimentation aussi, c'est une des grandes spécialités du CESR à Tours. Jean est un spécialiste de la famille d'Este, des cardinaux d'Este, spécialiste également de l'histoire des cardinaux à l'époque moderne. Je crois qu'il prépare actuellement une somme sur la question. Il s'intéresse également à toute une série de sujets, je crois également l'histoire politique environnementale à travers une étude des différents compartiments qui s'imbriquent dans la plaine padane en Italie. Il travaille donc véritablement sur les relations entre la France et l'Italie à l'époque moderne. C'est un historien des archives également. Michel Galland a rappelé combien c'était important d'aller aux archives quand on fait de l'histoire. Et je me souviens de ces jours très longs qu'il effectue dans le nord de l'Italie. Donc, je remercie beaucoup pour sa prise de parole, dont je ne vais rien dire pour ne pas commencer à empiéter sur le sujet, histoire du mécénat et des mécènes à la Renaissance. Moi, je vous invite vraiment, et je sais déjà, je vous remercie d'être présent malgré le très beau temps, qui n'est pas si rare que ça à Bruxelles, évidemment. Donc, je vous remercie d'être présent et je vous invite à venir, évidemment, aux 3 autres conférences pour avoir une vision d'ensemble de cette figure de la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc aux mécènes, au mécénat et aux mécènes. Demain, aux magistrats. Mercredi prochain, au parfait capitaine avec Olivier Poncet. Et jeudi prochain, pour la dernière conférence du cycle, au secrétaire diplomate. Donc voilà. Je ne suis pas plus long, je laisse la parole à Jean Seigné et vous aurez l'occasion, pendant 40-45 minutes, de pouvoir prendre la parole, de lui poser des questions, de demander des compléments, de vous élever parce que vous n'êtes pas d'accord, et on fera circuler un micro à l'issue de sa prise de parole. Merci beaucoup, Jean, je te laisse la parole. Merci Merci. Et avant de commencer, je tiens à mon tour à remercier donc Madame l'académicienne Michel Galland, Monsieur le secrétaire perpétuel pour son accueil, Didier Vivier, ainsi que Monsieur l'administrateur du Collège Belgique, Jean Leclerc, et enfin Jérémy Ferrer-Barthomeu et le FNRS qui permettent ce cycle de conférences et notamment cette conférence. Donc sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet et je vais partir de généralités sur le mécénat. Le mécénat est une des formes les plus communes du rapport entre le prince et les arts. Le prince exerce sa générosité et montre la générosité dans son exercice du pouvoir. Il peut promouvoir les arts en dépensant largement pour acquérir des œuvres ou pour en faire des dons à ses clients, à ses alliés, à la collectivité ou encore à Dieu. Mais le mécénat consiste également dans une action qui consiste à donc favoriser les créateurs de ces œuvres, soit directement en leur offrant des gages ou des pensions, soit indirectement, notamment en les intégrant dans un système curial qui leur permet d'exercer leur art. En ce sens, dans ce deuxième sens, le mécénat ne se différencie guère du patronage. Et d'ailleurs, l'historiographie anglo-saxonne emploie indifféremment les termes de mécène et de patron pour désigner justement ces pratiques. Et aujourd'hui, on ne distingue plus dans l'étude entre un mécénat qui serait un mécénat littéraire ou artistique et un mécénat scientifique. Et les grands scientifiques de la Renaissance ont également été les clients
de patron. Alors, si on emploie ces deux termes indifféremment, il faut quand même revenir sur ce terme de mécène, qui n'apparaît pas dans le lexique avant le XVIe siècle. Il renvoie au passé ancien d'un nom propre. C'est celui d'un homme, Caius Quinius Maecenas, donc homme politique romain de l'entourage de l'empereur Auguste, mort en 8 avant Jésus-Christ, qui a consacré sa fortune à promouvoir les lettres, et en particulier des poètes, Virgile, Properce et Horace. Il en va de même de la notion de magnificence, qui désigne une éthique de la dépense, et qu'on retrouve, elle, aussi tardivement, mais plus précocement que celle de Mécène, puisqu'elle apparaît dans des traités d'humanistes italiens du XIVe siècle, notamment dans l'entourage des Visconti à Milan. On conservera aujourd'hui, par commodité, ce terme de mécénat, puisque c'est ce terme qui s'est imposé en histoire de l'art, et particulièrement dans l'étude de l'histoire de l'art en Italie. Mais le caveat, c'est qu'on lui accordera l'amplitude la plus vaste, et vraiment le mécénat dessine toute relation aux arts, ainsi que, dans certains cas, une politique artistique loin de toute idéalisation, et qui peut prendre tout un ensemble de formes allant de la commande à la collection. Alors, comment historiciser le mécénat? Puisque, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une des formes de rapport les plus génériques. Alors, et pourquoi prendre justement la Renaissance, ou la première modernité, c'est 15e, 16e, 17e siècle, 16e, 17e siècle, comme lieu d'étude? Eh bien, parce que les historiens, les littéraires, ont montré qu'il y avait un ensemble de bouleversements qui survenaient à cette période. Et il y a eu notamment tout un ensemble d'évolutions historiographiques. Pendant longtemps, et c'est les fruits de l'œuvre d'un grand penseur sur lequel je vais revenir tout de suite, Jacob Burckhardt, on a considéré qu'il y avait une rupture totale entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Toutefois, dans son ouvrage, plutôt dans le chapitre issu de L'homme de la Renaissance, consacré à l'artiste, André Chastel explique que la coupure fatale entre l'artiste et l'artisan commençait à se réaliser, mais il faut aller jusqu'à la chapelle de la confrérie de Saint-Luc, dans le coin de l'Annunziata, où Vasari souhaitait y avoir sa tombe. Il y avait décoré les murs. Derrière l'image du saint patron des pâtres, on voit toujours le broyeur de couleurs. Le bon artisan travaille. Cette citation d'André Chastel, en fait, montre que la rupture qu'au XIXe siècle on établit de manière très radicale entre le Moyen-Âge et la Renaissance n'est peut-être pas aussi radicale dans le domaine de l'histoire des arts, et plus généralement dans le domaine du mécénat. Alors, je vous ai parlé de cet ouvrage très célèbre, donc La civilisation de la Renaissance en Italie, de Jacob Burckhardt, qui en allemand est donc la culture de la Renaissance en Italie. Et pour Burckhardt, il s'agit de faire la mentalité d'un peuple, le Volksgeist, et de parler de l'esprit d'un temps, le Zeitgeist, qui sont pour lui indissociablement liés, et qui sont les mères, comme il le dit, donc la mère donc il parle de civilisation, la mère de la nôtre, qui représente toujours une force vivante parmi nous. Alors, Jacob Burckhardt, j'en dis un mot très rapidement, il s'agit d'un historien suisse d'expression allemande qui entend mettre ses connaissances en histoire de l'art au service d'une philosophie idéaliste exaltant le concept romantique de la Renaissance. Jacob Burckhardt, il est l'inventeur d'un grand récit qui forme encore aujourd'hui une des matrices d'analyse de la Renaissance, alors qui a été débassée, critiquée et encore critiquée, mais auquel on revient toujours, ne serait-ce que pour se positionner par rapport à ce moment fondateur de la recherche. Alors, il y a une idée centrale dans l'ouvrage de Burckhardt, enfin, il y en a plusieurs, mais là je condense, c'est que pour lui, la civilisation de l'Italie du XIVe au XVIe siècle est le lieu de l'émergence de l'individu moderne. Celui qui se donne ses propres lois et devient le sujet de son histoire, évidemment en déchirant le voile médiéval.
qui, je cite Burckhardt, est un tissu de foi et de préjugés, d'ignorance et d'illusion. Ce qui empêche évidemment ce voile de voir le monde tel qu'il est. Il y a une deuxième conclusion qui intéresse et qui renvoie à ce qui a été dit en introduction, c'est que pour Burckhardt, il y a une des spécificités de cette civilisation de la Renaissance qui est l'état de la Renaissance, et notamment, il considère l'état comme une œuvre d'art, ce qui est une citation célèbre de Burckhardt, puisqu'il parle de l'état considéré comme une œuvre d'art. Donc, vous l'aurez compris, ce récit de la Renaissance, qui a été très important, est critiqué pour tout un tas de raisons. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir principalement que la rupture établie entre période médiévale et ce qui serait une Renaissance est à critiquer. Il n'y a pas une telle rupture. Pour autant, et c'est là aussi, je la remets la situation, ce que montrait la situation d'André Chastel, il se passe quand même quelque chose. Pas de rupture, mais des changements. Des changements à reconstruire, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pour revenir au mécénat et aux mécènes, c'est bien le service du prince qui valorise et anoblit tous les producteurs culturels, que ceux-ci travaillent les biens matériels d'une économie du luxe ou les biens immatériels d'une économie de la renommée. Entre 1500 et 1700, plusieurs changements d'importance adviennent. J'en liste quelques-uns. Le bouleversement des canons esthétiques, l'apparition de nouveaux acteurs du mécénat, les rois, les princes, les princesses, l'évolution du statut de l'artiste et la constitution progressive d'un champ au sens sociologique du terme. Tous ces changements entraînent une reconfiguration de la structure sociale du mécénat. Un grand historien de l'art, qui s'appelle Francis Haskell, observe par exemple que les protecteurs des arts de l'Italie des XVIIe et XVIIIe siècles agissent comme des sortes d'agents ou de critiques avant la lettre, compétence qui tombera plus tard dans les mains de véritables professionnels et non plus dans les mains des mécènes. Apparaît donc sur cette période un goût éclairé, celui qui pointe derrière l'ordre du mécénat. Et on le voit dans le soutien apporté justement par ces mécènes à tel ou tel artiste. Afin d'observer ces changements, je me propose, j'ai sauté, excusez-moi, quelques slides, j'y reviendrai après, donc d'observer très brièvement une histoire du mécénat de la première modernité, qui sera évidemment un survol sur les domaines que je connais le mieux, le Royaume de France, la péninsule italienne, avec quelques excursions bourguignonnes, espagnoles, et sur les Pays-Bas espagnols, puis de voir dans un deuxième temps les modèles et les acteurs du mécénat, qui sera donc la partie peut-être la plus longue, et enfin de voir dans un dernier temps, avec le temps qui restera, les lieux du mécénat, principalement donc les cours princières et les collections, les cabinets et les académies. Alors, pour commencer et entrer dans le sujet, ce mécénat à la Renaissance, dans cette brève histoire du mécénat. Alors, le XVe siècle, le Quattrocento, est très certainement un siècle de révolution, ou du moins d'évolution décisive dans le domaine des arts. Par exemple, on se généralise l'application de la perspective géométrique. Il y a des bouleversements socio-artistiques qui voient ce que Martin Warnke appelle la genèse de l'artiste moderne. La genèse de l'artiste moderne, c'est cet artiste de cour qui émerge selon Martin Warnke. C'est un ouvrage qui a fait date, puisqu'il voit dans cet artiste de cour une nouvelle forme d'artiste, alors qui émerge un peu avant le XVe siècle, mais qui se généralise au XVe siècle, en allant de pair avec le dernier changement, le triomphe de la figure du mécène. Les commanditaires traditionnels d'œuvres d'art, à la Renaissance, sont encore, il faut le dire, des institutions. On retrouve toujours l'Église, les municipalités, les confréries religieuses et leurs pendants, les corporations. Dans un chapitre consacré aux marchands et aux banquiers, toujours dans l'ouvrage « L'homme de la Renaissance », l'historien plutôt spécialiste de l'économie, Alberto Tenenti, écrit que, je cite, « l'architecture étant d'une certaine manière la forme d'art la plus utilitaire et dont les retombées sociales sont les plus grandes, on y reviendra, c'est-à-dire celle que l'opérateur économique a réservée avec priorité
donc celles que vraiment qui sont mises en avant. Il ajoute un petit peu plus loin, le langage édilitaire est le plus parlant, le plus apte à célébrer, à sanctionner sur la scène urbaine le succès et le prestige d'une famille marchande. Donc l'Église ou les municipalités ou les confréries recouraient à l'architecture, et progressivement, ce recours à l'architecture passe dans un domaine privé des grandes familles. Alors, dans ces grandes familles aristocratiques et bourgeoises, qui vont s'emparer un petit peu de cette fièvre urbanistique, on retrouve des grands noms, les Médicis et les Strozzi à Florence. Là, vous avez la basilique San Lorenzo, avec cette façade inachevée de Michel-Ange. Donc c'est la grande église de la famille Médicis. Mais on retrouve d'autres grandes familles dans d'autres villes italiennes, par exemple les Doria et les Fieschi à Gênes. Si on poursuit toujours un petit peu sur cette église de San Lorenzo, c'est comme l'Ancien qui débute ce projet, qui fait donc édifier par l'artiste Brunelleschi l'église San Lorenzo, cette paroisse familiale, puis Michel-Ange qui développe tout un ensemble de projets, sachant que d'autres églises, notamment à Fiesole, sont aussi patronnées par les Médicis. À Venise, les grandes familles veillent également à la splendeur des tombeaux de leurs doges, c'est-à-dire les doges issus de ces grandes familles patriciennes. Il suffit de penser à l'église des Frari ou à l'église San Giovanni e Paolo. Et ils font également édifier de somptueux palais sur les canaux vénitiens, donc la vitrine de la richesse de cette famille, de ces familles. Alors, j'ai pris un palais parmi tant d'autres, c'est la Ca Vendramin, de la famille Vendramin, qui est achevée en 1509 pour la famille Loredan. Mais il y a d'autres villas dans la terre ferme, c'est-à-dire les territoires de la péninsule italienne, qui ne sont donc pas sur l'île ou la presqu'île. Donc il y a tout un ensemble de villets qu'on retrouve dans cette campagne. Donc j'ai parlé de ces différents acteurs, et j'ai commencé à évoquer la transition vers des acteurs plus privés, et c'est bien ça dont il s'agit. À partir du milieu du XVe siècle et du triomphe des cours dans l'Italie de la Renaissance, les princes, au sens toute autorité princière, deviennent les mécènes les plus actifs, les plus ostentatoires, mais également les plus exigeants. L'art répond aux besoins de légitimation des souverains, qu'ils soient condottieri ou seigneurs féodaux. Et l'art répond également aux besoins ou à la concurrence entre les cours. On l'observe en Italie du Nord, mais également plus au sud, dans le royaume de Naples. Alors, comment se manifeste cette concurrence ? Eh bien, on cherche à attirer les artistes les plus brillants, tout du moins ceux dont on a entendu parler, ceux dont la renommée a mis en avant le nom. On cherche également à les faire rester dans sa ville, notamment en leur proposant des gages satisfaisants. Et chaque dynastie finance ainsi la construction ou la reconstruction du palais ducal par les plus grands architectes. C'est par exemple le cas à Urbino. À Mantoue, il y a Alberti, le grand architecte Alberti, qui est mis à contribution par la famille des Gonzague. On refait également une forteresse. C'est le cas à Milan, où on fait le château des Sforza, le Castello de Sforzesco, qui est bâti à la fin du XVe siècle et sur lequel intervient Léonard de Vinci. Mais on le retrouve dans d'autres espaces. C'est le cas à Ferrare, à Mantoue. On peut citer également des mausolées, par exemple à Rimini. Donc, dans toutes ces villes, on cherche à faire venir l'artiste, ou celui qu'on estime être l'artiste le plus apte à exalter la dynastie. On n'appelle pas uniquement des architectes ou des sculpteurs, enfin ce type d'artistes, mais également des peintres qui viennent dans les différentes cours italiennes. On favorise également ce qu'on appelle des académies. C'est le cas à Florence, où, comme de Médicis, favorise des écrivains. Par exemple, il fonde une académie qu'on appelle l'Académie platonicienne. Il crée également une célèbre bibliothèque, la bibliothèque Laurentienne, qui est accessible à un public lettré
très choisi, ce qui montre que le prince diffuse ou se fait le patron des savoirs. Il serait mort, d'ailleurs, comme en entendant la lecture, une lecture d'un dialogue de Platon que lui aurait fait son protégé, Marsile Ficin. Et son fils, Laurent le Magnifique, poursuit cette tradition familiale. On est ici dans une dialectique. La renommée du prince nourrit celle de l'artiste, pendant que la renommée de l'artiste exalte celle du prince. Et le mécénat princier contribue ainsi à l'évolution du statut de l'artiste. C'est grâce à la libéralité du prince et à la fréquentation du monde de la cour que l'artiste passe progressivement du statut d'artisan, de maçon, de broyeur de pigments, à celle d'artiste, dignité sociale qui prend du temps à acquérir. Un peu plus tard, François Ier se fait, au moment des guerres d'Italie, se fait, lui, le protecteur des lettres et des arts, par souci de gloire personnelle. Il protège et pensionne des poètes, par exemple Clément Marot, l'helléniste Guillaume Budet, à l'initiative duquel il crée le Collège des lecteurs royaux, en 1530, Collège des lecteurs royaux, qui est l'ancêtre du Collège de France, ou encore l'érudit, Robert Estienne. En architecture, François Ier contribue à la diffusion de formes nouvelles. Il suffit de penser à Fontainebleau, où il fait appel à des artistes italiens, le Rosso, le primatiste, qui ornent les murs de sujets mythologiques, où on retrouve des thématiques qu'on avait vues des décennies plus tôt émerger en Italie. Il fait aussi appel à d'autres artistes. Alors, j'ai cité Léonard de Vinci, j'en cite un autre, peut-être un peu moins connu, Benvenuto Cellini, qui offre ici une salière très réputée, alors qu'il était venu en fait un peu dans les bagages du cardinal Hippolyte d'Este, donc le cardinal de Ferrare, et pour se faire remarquer par François Ier, Benvenuto Cellini, et pour obtenir justement des gages et être mécéné, devenir un artiste qui allait travailler à Fontainebleau, il lui offre cette salière, alors cette salière qui fait date pour différentes raisons, notamment par la minutie du travail et également la qualité de l'incision des pierres précieuses. Dans le Saint-Empire, comme aux Pays-Bas et en Espagne, les Habsbourg encouragent aussi la commande artistique, tant par amour de l'art et de la science que surtout par désir d'accumuler justement ce prestige lié aux œuvres d'art. Mais il n'y a pas que ces grandes familles. Et je prendrai un autre exemple, celui de très célèbres banquiers, très connus, les manieurs d'argent que sont les Fugger d'Augsbourg, donc de la ville d'Augsbourg, donc de la première moitié du XVIe siècle, Jacob et Ulrich Fugger, qui donc rivalisent de magnificence et accumulent également les œuvres d'art. Alors, pour poursuivre cette très brève histoire du mécénat et passer au siècle suivant, je partirai d'un colloque qui avait fait date, qui était intitulé « L'âge d'or du mécénat », 1598-1661. Alors, colloque qui date un peu, qui, il faut le dire aussi, par certains aspects, un peu péremptoire, mais qui n'est pas inintéressant pour notre propos. Et je cite brièvement je vais venir à des considérations qui sont posées par un des organisateurs du colloque, Jean Ménard, dans son introduction. Pour lui, la chute des Valois est une chose, donc principalement pour le Royaume de France, est une chose très positive. En effet, au moment de la chute, il y a un relatif effacement de la cour qui est lié à la régence de Marie de Médicis. Et ce relatif effacement de la cour permet à d'autres personnalités d'émerger et à une constellation de mécènes d'apparaître, donc au tout début du règne de Louis XIII. Ce foisonnement et cette décentralisation du mécénat instaurent selon lui de nouveaux rapports entre protecteurs et protégés. Les grands, les aristocrates, mais aussi les moins grands, exercent désormais, selon ces mots, une magistrature du goût. Aristocrates et artistes, et je ne dis plus les princes, mais bien aristocrates et artistes se complètent, comme le
symboles et comme les deux éléments d'un ordre hiérarchique qui fonctionne en symbiose. Très grand ministre, le cardinal de Richelieu, donc Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, est ainsi très prodigue de sa faveur aux gens de lettres. Peut-être plus encore, et même certainement plus encore, que Louis XIII. Il dote ainsi le dramaturge, Pierre Corneille, d'une riche pension, et tant d'autres écrivains. Il crée même une officine autour de lui. C'est le fondateur, en outre, de l'Académie française, en 1634, qui fait l'objet, dès sa naissance, d'âpres critiques, comme en témoigne un jugement que je vous livre ici, d'un homme qui avait d'abord servi le cardinal de Richelieu avant de se retourner contre lui, Mathieu de Morgue. Voici ce qu'il dit. Là, donc il parle de l'Académie, s'assemble un grand nombre de pauvres ardents qui apprennent à composer du phare pour plâtrer ces laides actions, les actions du cardinal, ces laides actions et faire des onguents pour mettre sur les plaies du public et du cardinal. Il promet quelque avancement et donne quelques petites assistances à cette canaille qui combat la vérité pour du pain. Alors, le successeur de Richelieu, le cardinal Mazarin, au sens propre, revêt les habits de son prédécesseur. Il fonde à son tour une nouvelle académie, l'Académie de peinture et de sculpture, en 1648, et il est le premier, dans le Royaume de France, à ouvrir sa collection d'objets d'art aux amateurs et sa bibliothèque, ce qui donnera bien plus tard la bibliothèque Mazarine, à un public lettré. Public lettré est toujours trié sur le volet. Alors, Mazarin retrouve en réalité une tradition qui était une tradition ancienne, et c'est pour ça qu'il faut bien voir les continuités. Il revêt ici une certaine forme, c'est une forme de mécénat princier qu'on a déjà pu observer au siècle précédent. Alors, une historienne de la littérature, Hélène Merlin-Cajman, et un historien, Christian Jouot, commentent ainsi ce moment. Derrière mécénat, donc la figure de mécène, n'arrête pas de se profiler d'un côté le prince ou le puissant, et l'auteur, et de l'autre l'auteur et le public. À un moment où se figent dans les illusions d'un absolutisme sans rivage les rapports du prince et du public. Dans la seconde moitié du siècle, donc dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le modèle d'une mécène s'estompera. Ce qu'on nomme le mécénat d'État sera surtout un clientélisme centralisé, libéré des ambiguïtés politiques et esthétiques propres aux années 1590-1660. C'est ainsi que naîtra l'imaginaire d'un rapport direct entre l'auteur et son public, et que s'établira le face-à-face du prince et du public, des particuliers. Vous voyez qu'il y a un âge d'or d'un mécénat diffus dans l'ensemble de la société qui est récupéré cette fois par l'absolutisme, phénomène qu'on observe en France, mais également en Europe. Sous Louis XIV et donc dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le mécénat devient une institution à monopole royal qui exige la soumission des écrivains et des artistes. Et Nicolas Fouquet en sait, bâtisseur de Volvicote, en sait quelque chose. C'est désormais Louis XIV qui dit comment on doit bâtir les œuvres d'art, comment on doit en profiter, comment on doit les voir. Il y a un exemple parmi tant d'autres qui permet de l'illustrer, c'est un ouvrage rédigé par Louis XIV, en tout cas qui l'aurait dicté, sur la manière de montrer les jardins de Versailles, donc qui est la façon dont il met en forme, dont il fait voir sa puissance, et dont il dit aux artistes qu'ils doivent mettre en évidence sa puissance. Vous l'aurez compris, c'est bien Louis XIV qui se prévaut d'une expertise artistique et qui, alors même si évidemment il faut nuancer dans les détails, il délègue, mais qui est à l'origine donc de ces décisions artistiques. Je conclus très rapidement cette brève histoire par un léger regard au tout début du XVIIIe siècle, à un moment où l'absolutisme est remis en question par les défaites militaires, par l'émergence de nouvelles idées. C'est ce que Paul Hazard a appelé déjà il y a longtemps, il y a quasiment un siècle, la crise de la conscience européenne. Et je vous donne juste une citation qui
qui est assez éclairante de d'Alembert dans un essai qui paraît en 1753, qui s'intitule « Essai sur la société des gens de lettres et des grands ». Donc, dans cet essai d'Alembert, donc philosophe des Lumières, collaborateur de Diderot pour l'Encyclopédie, attaque l'autoritarisme des mécènes, quel qu'il soit, et la servilité des auteurs d'épîtres dédicatoires. D'après lui, les grands recherchent surtout la flatterie et n'ont pas les connaissances nécessaires pour juger les ouvrages et de l'esprit et imposer leur conception littéraire. Voici ce qu'il dit. Parmi les différents mécènes de notre siècle, il s'en trouve quelquefois qui, s'étant enrichis par les lettres, prennent sous leur protection d'autres hommes de lettres, moins riches et plus éclairés qu'eux. Alors c'est un cas un peu particulier d'écrivains qui servent le pouvoir, qui s'enrichissent et qui ensuite deviennent les mécènes d'autres écrivains, le tout dans un système très ancré dans cette monarchie française. Mais à voir la manière dont ils les traitent, on saurait tenter de croire que le mot de République des lettres est bien mal imaginé. Rien n'est moins républicain que leur conduite et leur manière d'agir envers leurs semblables. Et pour commenter ce passage, il y a un article intéressant de Dina Ribard sur d'Alembert et la Société des gens de lettres, qui explique que l'essai sur la Société des gens de lettres peut être compris comme une réflexion sur le passage des formes anciennes de dépendance des écrivains, mécénat et rapport de service personnel avec les grands, aux institutions littéraires absolutistes dont l'académisme est la principale. Et la stratégie de d'Alembert lui impose une lecture inversée de l'histoire, puisqu'il présente, pour la critiquer, la domination aristocratique et mondaine sur la production littéraire comme l'effet d'une histoire récente commencée à la Renaissance, qui est donc l'aboutissement d'une évolution séculaire. Donc, d'Alembert voit bien qu'il s'est passé quelque chose à la Renaissance, quelque chose qui critique, une évolution dans le statut du mécénat. Pour lui, il ne faut plus de mécénat, il faut des critiques. Il faut, en fait, laisser leur chance aux écrivains. Alors, il pense à d'autres formes de mécénat. Il faut laisser, en fait, les écrivains, les artistes s'autoréguler. Mais on voit qu'il y a une évolution, en tout cas qu'il y a une remise en question de ces formes socioculturelles qui sont apparues à la fin du XVe siècle et qui donc évoluent au début du XVIIIe siècle. Donc, en fait, pour conclure, cette brève histoire du mécénat permet de bien poser le cadre chronologique, les bornes, et de voir les changements qui adviennent. Et c'est donc maintenant ce qu'on va voir en s'intéressant aux modèles et aux acteurs du mécénat. Alors pour commencer, je vais dire un mot quand même de ces institutions qui sont là depuis le Moyen-Âge. Et depuis le Moyen-Âge, il y a une institution qui s'est illustrée en tant que patronne des artistes, mécène des artistes, c'est l'Église. Alors, il y a d'innombrables formes de mécénat. On dit que Rome, et à juste titre, devient un immense chantier à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. C'est ce que Jean Delumeau qualifie de seconde gloire de Rome. Alors, lorsqu'on bâtit toutes ces églises, lorsqu'on fait réaliser tous ces tableaux, lorsqu'on entretient donc toute une pratique toute une cohorte de mécènes, avec un moment de rupture, toutefois, qui fait basculer Rome dans un premier mécénat, qui serait des années 1470 aux années 1520, à un deuxième mécénat, qui serait un mécénat baroque, et les deux étant scandés par un grand moment très important dans l'histoire politique européenne, le sac de Rome de 1527 par les troupes, les lansquenets de Charles Quint, mais qui a fait dire à André Chastel, dans un ouvrage fondamental, le sac de Rome 1527, qu'on passait à une nouvelle forme, de nouveaux canons esthétiques, le maniérisme, puis le baroque. Un moment où, pour réaffirmer face aux défis lancés par les protestants, l'autorité du catholicisme, eh bien, on va construire des églises, on va de nouveau poser la ville de Rome comme capitale de la catholicité, et c'est donc un moment où il y a de très nombreux artistes, ingénieurs, scientifiques, qui se rendent dans la ville de Rome. Il n'y a pas qu'à Rome, évidemment, qu'on trouve ce poids de l'Église. On trouve dans d'autres villes italiennes.
Par exemple, c'est le cas dans les villes de Venise, de Florence, encore au XVe siècle. Deuxième institution dont il faut dire un mot, c'est les municipalités. J'en ai déjà un peu parlé, mais si on reprend le cas de Venise, eh bien, la municipalité, enfin, le gouvernement vénitien, le doge, procède à une reconstruction du palais des doges à la fin du XVe siècle, où on fait appel aux plus fameux artistes. Par exemple, un artiste qui s'appelle Antonio Rizzo, qui est donc qualifié de peintre officiel de la Sérénissime. C'est le prédécesseur de Bellini, du Titien, du Tintoret. Sachant que ces peintres sont également mobilisés, toujours à Venise, dans ce qu'on appelle les scuole, donc les confréries vénitiennes. J'en cite quelques-unes très célèbres, par exemple Bellini, qu'on retrouve dans la Scuola di San Giovanni, et enfin le Tintoret, qui aurait peint en une nuit les 56 tableaux de la Scuola di San Rocco. On retrouve ça encore à Florence. Nouveau phénomène, toujours sur les institutions, qui intervient à la fin du XVIe siècle et au cours du XVIIe siècle, c'est l'institutionnalisation de l'art dans le système des académies. On en a parlé en France, la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648, sous l'égide de Charles Lebrun, initie un mouvement strictement parallèle à celui qui avait débuté une décennie plus tôt dans le domaine de la littérature et qui, pour Alain Viala, avait permis la naissance de l'écrivain. Ce mouvement donc des académies contribue à exalter sur le plan théorique la libéralité des arts du dessin. Donc on a une double distinction, anti-artisanale, j'en ai parlé, et également anti-professionnelle. Le peintre, l'écrivain, c'est le génie, celui qui est inspiré. C'est d'ailleurs une thèse proposée par Nathalie Heinisch qui explique donc qu'il s'agit moins là d'ailleurs d'une rupture que d'un accomplissement, l'acquisition par les artistes d'un statut génial, qui leur permettrait donc d'être directement reconnus par les mécènes en raison de leur génie. C'est donc bien une reconfiguration sociale qui s'étend sur le temps long, ce modèle des académies perdurant jusqu'au XVIIIe siècle. Même si, là, on peut s'interroger, je soumets ça en passant, mais sur la relation qu'entretient ce modèle académique avec le modèle des corporations, et est-ce qu'il n'y a pas un peu de ce qu'on pouvait avoir, par exemple, dans la corporation des peintres ou la corporation des sculpteurs, dans ce modèle académique. Et ça, c'était une des remarques faites par Charles Guichard dans son ouvrage sur les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle. Donc ça, c'était les institutions qui étaient déjà présentes. Maintenant, on vient sur ce qui constitue la grande nouveauté, à savoir les rois, les reines, les princes et les princesses. Le prince s'impose comme la figure prépondérante du mécène à la Renaissance. Il est prince de guerre, prince des lois, mais aussi prince des arts. Et les arts lui permettent de montrer ce qu'il estime être la vérité essentielle de son gouvernement, par sa magnificence. Pour ce faire, le prince se fait bâtisseur. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve dans de nombreux traités humanistes du XVe siècle, déjà un peu auparavant, mais qui vraiment fait florès au XVe siècle. Le prince comme prince architecte. Le prince, donc, qui, cultivé, ayant lu les traités antiques, ayant lu Vitruve, puis ayant lu Alberti, qui commande Vitruve, prend à pleine main la glaise pour bâtir une nouvelle ville. C'est le modèle, alors évidemment bien plus complexe, mais du duc de Ferrare, Hercule Ier d'Este, qui a entrepris un très grand plan d'aménagement de la ville de Ferrare, qu'on appelle l'addition herculéenne, qui en fait multiplie par 100 la superficie de la ville, alors que la population ne fait que tripler, donc qui n'est pas du tout proportionnel par rapport à l'augmentation de la population. Et le duc se pose comme ce prince architecte, il se met en avant sur les chantiers, discutant avec les maçons. Donc il y a toute une image, mais aussi de prince lettré, accumulant dans sa bibliothèque les traités. Alors,
Comme l'écrit l'historien Patrick Boucheron, la rencontre entre l'espace et l'architecture porte un nom, l'urbanisme. Et c'est dans l'urbanisme, dans ces constructions monumentales, que le prince s'affiche directement devant ces sujets. On a une politique de grands travaux qui émerge en Italie, mais également dans l'espace bourguignon au XVe siècle, qui ne dépend pas simplement d'un goût personnel des souverains, mais qui répond à un besoin politique et à une nouvelle conception du pouvoir. Alors, il y avait des constructions anciennes, et je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de pratiques édilitaires ou d'embellissement municipal au Moyen-Âge. On a des exemples, par exemple Louis d'Orléans qui construit le château de Pierrefonds, la Ferté-Milon, les ducs de Bourgogne qui font de Dijon leur capitale, et il suffit de penser au palais de la Sainte-Chapelle, fondation donc, et avec une fondation créée par Philippe le Hardi. Mais il y a bien quand même un changement d'échelle en Italie au XVe siècle, changement qui se poursuit encore au XVIIe siècle, donc bien plus tard. Là, je cite un seul exemple, la basilique de Superga à Turin. Donc c'est l'église de la Vierge, qui est une construction religieuse voulue par la famille donc, des ducs de Savoie. On a d'autres exemples voulus là par les papes. Alors entre l'institution, entre le souverain pontife, donc entre l'Église et la dynastie. Mais je vous ai mis une œuvre célébrissime, le baldaquin du Bernin, datant de 1623-1635, à Saint-Pierre de Rome. Le Bernin devenant donc le grand ordonnateur, enfin le réordonnateur de Saint-Pierre, le décorateur de la basilique, qui le conçoit comme un théâtre à la gloire de Dieu, de l'Église et de son représentant sur terre, le pape. Mais on a également de nombreuses autres constructions, toujours en Italie, à Naples, puis, je prends des exemples italiens, mais on peut évidemment penser à d'autres constructions, à l'Escurial de Philippe II, et donc à tant d'autres palais bâtis par les souverains. Il n'y a pas que les princes, les rois, les princes. Il y a aussi, et c'est un élément sur lequel la recherche insiste énormément ces dernières années, le rôle des mécènes au féminin, des reines et des princesses. Le mécénat donc, est un signe, et il y avait un article assez pessimiste qui date de 1977, très célèbre, de John Kelly, qui se demande si les femmes ont eu une renaissance. Et la réponse était plutôt négative en disant que les femmes n'avaient pas... Il y avait bien, évidemment, une histoire à faire des femmes à leur naissance, mais que les femmes n'avaient pas eu une place considérable, ou en tout cas n'avaient pas pu se faire une place dans ces instances de direction. Néanmoins, elle appelait à enquêter sur le sujet, ce qu'ont fait les historiens, il faut le dire, surtout les historiennes, et de plusieurs productions récentes montrent qu'au contraire, il y a eu un rôle fondamental des femmes en tant que mécènes. Alors, là, je vous ai mis l'affiche d'une exposition récente qui a été consacrée à la régente Anne de France et qui s'est nommée sans embâge Anne de France, femme de pouvoir, princesse des arts, 1522-2022, qui présentait donc ses commandes artistiques, littéraires, mais également religieuses. Exposition qui a ensuite essaimé. Par exemple, il y a eu une autre exposition, alors pas par chauvinisme ou par patriotisme local, mais à Tours, sur aussi les femmes de pouvoir, au musée de la ville de Tours, qui a donné lieu à un colloque sur les femmes mécènes à l'époque moderne. Mais il n'y a pas que l'époque moderne, et on peut ici reprendre une distinction établie par Thérèse de Hamptine dans un article qui évoque parmi ces femmes mécènes les femmes veuves. Alors, on en cite de nombreuses. Je vous en ai affiché quelques-unes au tableau, pas au tableau, sur le PowerPoint, qu'elle distingue des femmes qui agissent dans le cadre d'une relation homme-femme, c'est-à-dire lorsque le mari est encore en vie, ce qui est
presque plus intéressant, puisque là, ça veut vraiment dire qu'il y a une séparation, en tout cas, il y a un dialogue au sein du couple, et qu'ils forment donc ce que les anglo-saxons appellent les power couples, donc vraiment une répartition du pouvoir au sein du couple. Parmi ces femmes, on peut citer Isabelle de Portugal ou Madeleine de Savoie. Par exemple, si je reste sur Madeleine de Savoie, c'est la femme d'Anne de Montmorency, le connétable de France. C'est elle qui fait appel à Jean Bulan pour le château d'Écouen. Et c'est ce Jean Bulan qui ajoute aux ailes de Jean Goujon des portails doubles, qui est donc rappelle le couple, donc qui est dans un système architectural en binôme classique, mais qui donc rappelle la place du couple. Elle s'avère être une châtelaine très entreprenante. Il y a d'autres femmes dont on peut citer, il y en a évidemment plein. Je prends un autre exemple, celui du château d'Année, qui a été une commande de la maîtresse d'Henri II, Diane de Poitiers, à un grand architecte, Philibert Delorme, qui officie au milieu, non pas du XVe siècle, excusez-moi, mais du XVIe siècle. Et donc Philibert Delorme, qui bâtit ce château d'Année, qui ensuite a fait plusieurs réalisations pour Catherine de Médicis, qui a aussi beaucoup réfléchi à la théorie de l'architecture. Tous ces acteurs posent la question de la relation entre les mécènes et les artistes. On a parlé brièvement, mais j'y reviens un petit peu, des travaux de Martine Warnke, pour qui le service de cour distingue et individualise. Et comme il le présente dans son ouvrage, c'est dans l'entourage du prince que les artistes parviennent à faire reconnaître leur individualité. C'est d'ailleurs ce que dit Vasari dans ses vies de peintre. Il le répète à maintes reprises, seuls les princes permettent aux artistes de faire de grandes choses. Pour Vasari, dans sa réflexion théorique, modèle qui a été très important, un artiste seul, livré à lui-même, ne peut pas faire de grandes choses. Il faut qu'il y ait une commande, qu'il y ait un mécène. Et on peut ici rappeler un propos, alors certainement apocryphe, du Bernin, qui aurait dit à Louis XIV qu'on ne me parle de rien qui soit petit. Pour dire, voilà, je peux être qu'un artiste à la hauteur d'un grand roi. Cet échange symbolique entre la libéralité du prince et la liberté de l'artiste les grandit. Un thème donc récurrent. On peut citer ici une lettre patente par laquelle le duc Federico de Montefeltro, et donc qu'il concède en 1468 à l'architecte Luciano Laurena, lorsqu'il le charge de coordonner les travaux de son palais d'Urbino. Il faut honorer et encourager de tels hommes qui se distinguent par leur esprit et leur vertu, surtout s'il s'agit de celles que les antiques et les modernes ont portées si haut. La vertu de l'architecture, on trouve toujours cette base très importante de l'architecture, qui est fondée sur l'arithmétique et la géométrie, qui font partie des 7 arts libéraux. Ce qui permet, dans cette lettre patente, de montrer que le duc maîtrise bien les arts libéraux, qu'il a eu une éducation humaniste et qu'il sait de quoi on parle. Les dédicaces, ces épîtres dédicatoires que les artistes adressent à leurs commanditaires entretiennent ce circuit de la faveur. On dédicace l'ouvrage qui va ensuite incliner le patron à promouvoir encore davantage l'artiste, ce qui va permettre de rédiger d'autres ouvrages qui vont de nouveau exalter la figure du prince. Alors, je cite rapidement une autre citation qui n'est pas inintéressante. C'est celle d'un compositeur et théoricien de musique, Jean Tinctoris, qui l'adresse en 1470 à l'un de ses employeurs, Ferdinand d'Aragon, et ce qui sera une histoire du mécénat musical. Puis les princes très chrétiens, désirant augmenter le service divin à la manière de David, fondèrent des chapelles dans lesquelles ils recrutèrent à prix d'or des chanteurs capables d'offrir une louange convenable et agréable à notre Seigneur. Et puisque, si leurs maîtres sont prédisposés à la libéralité qui rend les hommes illustres, les chanteurs des princes reçoivent en partage honneur, gloire et richesse. Beaucoup d'entre eux
s'applique à ce genre d'exercice avec la plus grande ferveur. Donc là, voilà une autre image hein, de cette relation. On le retrouve particulièrement dans la peinture de la Renaissance. Et là, c'est un tableau célébrissime, hein. C'est l'Adoration des mages qui est peinte par Botticelli en 1475. Et derrière les traits des rois mages, qui figurent traditionnellement les 3 âges de la vie, se reconnaissent 3 générations de célèbres mécènes florentins. On a comme l'Ancien, Pierre le Goutteux et Jean de Médicis. Et à la gauche du tableau, alors je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais je vous prie de me croire sur parole, et à la gauche du tableau, on trouve un jeune homme qui appuie sur son épée, c'est Laurent le Magnifique, en conversation avec des poètes et des humanistes, alors Politien et Pic de la Mirandole. Le tableau de famille est complété par la figure de son frère, Julien, qui apparaît de profil. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce tableau, c'est que se distingue également le donateur de l'œuvre, Gaspare del Lama, qui a donné son nom à la chapelle de l'église Santa Maria Novella, où est conservé le tableau. Alors il apparaît au milieu de la foule, pointant du doigt vers le spectateur, non loin du peintre lui-même. Donc on voit que les artistes eux-mêmes sont bien conscients de cette réalité. Cette conquête de l'individualité qui s'effectue dans le mécénat, grâce au système du mécénat, s'observe dans l'architecture, elle s'observe dans la peinture et elle s'observe dans les autres arts. Peut-être dans la peinture que l'on voit le mieux, avec ce primat du visuel, avec aussi l'innovation rendue permis par la technique de la perspective, qui fait des tableaux, en quelque sorte, l'avant-garde de ces nouveaux canons esthétiques. Et sur ce point, j'avance un tout petit peu, donc Vasari, donc dans sa vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, hein, a contribué très fortement à cette théorisation, à cette mise en avant du rôle de la peinture, lui-même, dans 2 épîtres dédicatoires, se plaçant sous l'autorité de 2 en fait, catégories. La première lettre, la première épître dédicatoire est adressée au très illustre et très excellent prince Côme de Médicis, alors un autre Côme, hein, comme le jeune, de Médicis, et la seconde, beaucoup plus lapidaire, est adressée aux artistes. Ce qui montre bien aussi la différence qu'il établit. Ce qui peut-être est le point qui doit être souligné, enfin, sur lequel il faut vraiment insister, c'est que le dessin permet aux peintres d'assumer par rapport à d'autres artisans de l'économie du luxe le rôle de donneur d'ordre. On le retrouve dans des grands ateliers de peinture. Par exemple, c'est le cas, par exemple, autour de Jean Fouquet ou de Jean Colombe. Et c'est le cas jusqu'au XVIIe siècle. Donc, dans cette idée que le peintre, en fait, va être l'ordonnateur qui va avoir son atelier. On a des ateliers de Léonard, ateliers de Michel-Ange, atelier de Raphaël. Et donc, le peintre va être celui qui va avoir cette liberté. Néanmoins, cette conquête est très progressive. Et pour ne pas donner, de retomber dans ce récit d'une rupture totale, on peut s'arrêter sur les propos, même sur les railleries de Léonard de Vinci, qui se moque de Michel-Ange. En effet, Michel-Ange, c'est l'artiste tumultueux, c'est le sculpteur athlétique, et Léonard de Vinci, qui lui se pense et se met en avant comme le génie universel, ingénieur, mathématicien, autodidacte qui plus est, peint dans un récit Michel-Ange sous les traits d'un vil artisan. En fait, il les peint sous les traits d'un boulanger. Alors, en effet, il écrit, le sculpteur fait ses œuvres avec plus d'efforts physiques,
par la différence du peintre, d'efforts physiques que le peintre, et le peintre les siennes avec plus d'efforts intellectuels. Cela se démontre car le sculpteur doit, en produisant son ouvrage, faire un effort manuel, ce qui exige un exercice tout mécanique, s'accompagnant souvent de beaucoup de sueur qui se mêle à la poussière et devient une croûte de boue. Il a le visage enduit, enfariné de poudre de marbre, semblable à un boulanger, et il est couvert de petites écailles, comme s'il avait neigé sur lui. Son logis est sale et plein d'éclats et de poussière de pierre, attaque qui piqua au vif Michel-Ange, qui répondit en écrivant des sonnets néoplatoniciens où il met en avant sa dignité intellectuelle et il explique que la main de l'artiste, du sculpteur, aussi importante ou aussi intelligente que la main du peintre, puisqu'elle répond à une idée, donc une idée platonicienne, un concetto. Donc le sculpteur est celui qui délivre l'idée. Alors, j'avance un peu comme pour laisser le temps, et j'en viens maintenant à la question des cours princières. Donc, à la question des cours princières, question qui est donc au lieu du mécénat, en fait. Et je vais partir d'une citation d'un article de Jean Balsamo, un article alors intitulé « Le Prince et les arts en France au XVIe siècle », Prince et les arts qui était une question d'un des concours de recrutement, le CAPES, d'histoire. Et voici ce qu'écrit Jean Balsamo. L'art français de la Renaissance, dans ses œuvres les plus éminentes, est un art de cour. Même s'il connaît des réalisations religieuses ou civiles importantes par elles-mêmes, c'est principalement en relation au souverain et à son entourage qu'il se développe, jusque dans les formes provinciales qui se révèlent comme les avatars et les dérivations du modèle aulique. Alors c'est une citation évidemment assez catégorique, qui il était, c'est le tout début de l'article, donc je ne veux pas du tout lui faire défaut, parce que c'est un article extrêmement intéressant et nuancé. Et donc, pour lui, le mécénat se place à la cour, c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu sur le Prince, et au fond, c'est ce mécénat qui fixe les normes artistiques, qui ensuite se diffuse dans le royaume. Alors, on le voit d'une certaine manière, en effet, à la cour de France, il y a une maison civile du roi. Ce roi, c'est lui qui va ensuite, dans les gages de sa maison civile, pensionner un certain nombre d'artistes. C'est ce que fait François Ier, et c'est surtout ce qu'il délègue à sa sœur, tout le monde dans la première partie de son règne, Marguerite d'Angoulême, la future Marguerite de Navarre, qui exerce, elle, un mécénat actif et varié. Alors, un mécénat alors, qui a toute une dimension religieuse, mais elle soutient aussi des poètes. Et c'est ce mécénat qui ensuite va se diffuser dans la société. Alors, on peut prendre quelques réalisations qui imitent ce qui se fait à la cour de France du temps de François Ier. Il y a un château, une bâtie, puisqu'on l'appelle la bâtie, c'est la bâtie d'Urfé, bâtie par Claude d'Urfé, qui sur des modèles italiens, c'est une des seules grottes, enfin même la seule grotte conservée, donc fait avec des arabesques qui imitent ces grottes à l'italienne. Il y a le château d'un ambassadeur très célèbre qu'on retrouve sur le tableau d'Holbein, Jean de Dindeville. J'ai parlé d'Anne de Montmorency à Écouen. Il y aurait le Grand Ferrare, bâti par le cardinal Farre. Donc il y a tout un ensemble de réalisations. C'est François Ier qui invite à sa cour les Italiens, ce qu'on appelle l'école de Fontainebleau, qui invite Sebastiano Serlio, le prix Matisse, qui avait invité auparavant Léonard de Vinci, qui était mort en 1918. Et c'est lui qui fait venir un Bruxellois, Jean Clouet, à la cour, qui initie la dynastie des Clouet. Ce mécénat curial se poursuit sous son fils, Henri II, puis sous Catherine de Médicis, qui entretient un mécénat très important à la cour, sur lequel il y a eu de nombreux travaux. Son fils, Charles IX, et ensuite Henri III, mais surtout Charles IX, font émerger des poètes avec Catherine de Médicis. Alors, parmi les poètes célèbres, ces poètes de la Pléiade,
très connus, mais il y a aussi des musiciens de cour. On peut citer Claude Lejeune, ou encore un certain nombre d'artistes. Et Henri III, de son côté, enfin, pour terminer, forme des académies, une académie notamment avec des membres de la Pléiade. Toujours à la cour, le règne des derniers Valois accentue ce mécénat, peut-être davantage en insistant sur les dimensions festives, la multiplication sur les trois de joutes, de fêtes. Et il y a les fameuses notes d'un des favoris d'Henri III, le duc de Joyeuse, donc les noces de Joyeuse. Et cette tradition d'un mécénat articulé autour de fêtes, on la retrouve jusqu'à très tard. On peut citer un autre exemple, celui des ballets royaux à la cour de Louis XIV, avec par exemple le ballet d'Hercule amoureux en 1662, ou un autre ballet, lui aussi tout aussi célèbre, en 1664, les plaisirs de l'île enchantée, qui sont extrêmement coûteux, qui impliquent toute une machinerie, des peintres, des jardiniers, des sculpteurs, des danseurs, des ingénieurs de machines, et qui ont fait parler un historien, Jean-Marie Apostolides, de roi machine aussi pour Louis XIV. Et c'est encore une rupture avec le XVIIIe siècle, où on se recentre sur des espaces plus privés, le Trianon, qui mettent moins en avant ce mécénat, ou alors des formes plus diffuses de mécénat. Enfin, pour terminer là aussi brièvement ce portrait, ou cet état des lieux plutôt, des lieux du mécénat, dire un mot des collections, des cabinets et des académies. L'académie, on en a déjà un peu parlé, mais revenir sur les collections. Alors, il y a l'historien Antoine Schnapper, dans un ouvrage, Le géant, la licorne et la tulipe, sur les collections les collections et les collectionneurs du XVIIe siècle, qui explique qu'on retrouve principalement deux catégories: les œuvres dans ces collections, les antiquités, les objets exotiques. Ensuite, il étudie ces catégories, donc les antiquités, les objets exotiques, qui dit ensuite qu'il subdivise en pierres précieuses, objets venus du Nouveau Monde ou alors d'Asie, bustes antiques, ouvrages rares. On les retrouve en fait déjà dès le XVIe siècle. On a parlé de la construction de ces bibliothèques comme forme du mécénat. On a les galeries. Peut-être la plus connue, en tout cas, c'est une des plus connues, c'est celle qui est bâtie au début du XVIIe siècle par le cardinal Scipion Borghese, donc, qui est aujourd'hui la galerie Borghese à Rome, dans laquelle il va exposer ses œuvres de Titien, de Raphaël, puis du Bernin qu'il protège, et également des Caravages. De son côté, Charles-Emmanuel Ier, donc duc de Savoie, collectionne les armes et les armures qui forment aujourd'hui, lorsqu'on visite le palais ducal à Turin, la collection des armes, la base de la collection des armes et des armures. On retrouve aussi des épées, des mousquets. C'est un grand collectionneur d'armes ouvragées. On a également, alors, autre exemple, à Rome, la constitution des musées sur le Capitole, donc, qui sont aujourd'hui les musées capitolins, qui sont constitués par les papes, puis progressivement qui vont être ouverts au XVIIIe siècle. Il y a toute une réflexion aussi qui est faite sur les catacombes, sur les reliques et sur cet héritage. J'ai parlé des bibliothèques. Il y a Mazarin qui ouvre sa bibliothèque. Il y avait des bibliothèques à Florence, la Laurentienne, s'ouvrent ensuite deux bibliothèques privées au XVIIe siècle, la Malia Beccana et la Marrucellana, qui sont aujourd'hui des bibliothèques dans lesquelles on peut se rendre, qui sont accessibles au public, mais qui à l'époque étaient des bibliothèques privées dans lesquelles se réunissaient généralement des académiciens, ou dans lesquelles pouvaient aller les académiciens des différentes académies de Florence. Alors, ces collections, elles sont, selon Antoine Schnapper, avant tout, elles répondent à une question du goût. Elles visent à en fait, satisfaire le goût de ces collectionneurs, à commencer par le roi. Dans les faits, les collectionneurs répondent aussi à tout un ensemble d'exigences sociales, de mise en avant de leur statut. Et il y a donc
pas uniquement, et c'est ce qu'on a vu un petit peu dans ces questions autour du mécénat, de questions esthétiques, mais à travers la question du mécénat, il y a vraiment une question du pouvoir, de la mise en avant du pouvoir et de la configuration sociale dans laquelle s'exprime ce pouvoir. Alors, pour conclure, je partirai d'une citation d'un article de William Weber sur la culture musicale d'une capitale à Londres, dans laquelle il note qu'après 1850, alors c'est bien après notre période, hein, la vie des concerts est dominée par un nouveau type d'entrepreneurs, habile à favoriser l'émergence de publics anonymes, issus des classes moyennes. Les musiciens deviennent moins dépendants de leurs mécènes que leurs prédécesseurs. Formés maintenant dans des conservatoires, ils ont moins affaire au vieux monde social des élites qui dominaient jusqu'à là la vie musicale. Alors, ça place évidemment la fin d'un certain mécénat princier aristocratique très tard. On est en Angleterre, ce qui répond à d'autres normes. Mais ce que je veux voir ici, enfin, ce que je souligne ici, c'est qu'il y a eu un moment dans, non pas seulement l'histoire de l'art, mais dans la relation entre les artistes dans toute l'extension du terme et les pouvoirs, où il y a eu une forme de dialectique dans la monstration du pouvoir qui recourt à l'artiste et l'artiste qui s'autonomise ou devient artiste par ce justement recours au pouvoir. Alors, la période qu'on a considérée, c'est donc un moment où émerge cette figure de l'artiste, c'est la naissance de l'écrivain. C'est aussi un moment où se fixent des règles de jugement du goût, du beau. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière qui estime que c'est le moment où émerge une nouvelle modernité esthétique. Et il y a eu des travaux très récents sur les académies florentines qui expliquent que le nouveau goût, le goût de la modernité, ce nouveau rapport au beau se fixe justement dans ces années-là, fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti, j'aimerais conclure là-dessus, sur l'idée que voilà, le mécénat dépasse de très très loin la question du beau, du goût, et qu'au fond, ce qui compte, c'est finalement pas tant les questions esthétiques, je ne veux pas dire pas du tout, mais c'est pas tant ça que des questions d'exaltation, du pouvoir, de réponse, mais qu'en réalité, derrière, il y a quand même toujours la volonté pour les artistes, mais aussi pour le pouvoir, de définir le beau, de fixer des normes, que ces normes, et c'est le grand absent de ma présentation, mais on pourra en discuter, le grand absent, c'est le public, les spectateurs. Et on l'a un peu vu avec d'Alembert, on le voit ici avec la citation sur les entrepreneurs musicaux. Ce qui change au XVIIIe siècle, et alors vraiment à partir du XIXe siècle, c'est l'émergence d'un nouvel acteur dans ce rapport avec les artistes, celui du public. Et le rôle que va jouer le public, ce qui va modifier très très profondément le mécénat. Je conclus une forme d'ouverture en disant que voilà, le mécénat se reconfigure toujours. Il était présent dans l'Antiquité, il existe toujours aujourd'hui. Il suffit de penser à des formes variées comme le mécénat d'entreprise, certaines formes de philanthropie qui s'apparentent à du mécénat, mais il s'est reconfiguré et donc il a quitté ce qui constituait cette spécificité de la figure du mécène à la Renaissance. Voilà, je vous remercie.